Salut, c'est Black Ink. Salut, c'est Fosséa. Bienvenue pour cette nouvelle Arkham JCE TV avec la suite des Contrées Sauvages. Comme vous pouvez voir, après la conspiration d'Innsmouth avec Akodo, on s'attaque au Cercle Brisé. Et cette circonstance puisque on est en train de jouer en ce moment le Cercle Brisé dans le cadre du défi des chasseurs de mythes que nous propose Troctic. Ouais, et c'est un sacré challenge, hein. Encore une fois, il s'est surpassé avec l'histoire de barème et d'influence qui sont vraiment hyper intéressants. Ouais, c'est sûr qu'il a fait un boulot monstrueux. Franchement, on lui dit encore merci pour tout ce qu'il a fait et son fameux module Loge contre sorcière, et on en reparlera au cours de la vidéo. C'est vrai que c'est un travail qui est quand même vraiment stratosphérique. Bon, sans plus tarder, on va procéder comme pour la campagne d'Ismous sur le même modèle, à savoir trois parties. On fera l'ensemble sur deux vidéos. La première vidéo avec les spécificités de la campagne, qui sont quand même nombreuses. On parlera ensuite de l'approche des différents scénarios, on sera un peu plus exhaustif que la dernière fois, et dans une prochaine vidéo, on vous proposera un ensemble d'investigateurs qui vont bien avec cette campagne. Donc, commençons tout de suite dans le vif du sujet, avec les spécificités de la campagne, et Akodo va nous parler, d'abord et avant tout, des affrontements entre les deux factions. Ouais, c'est vraiment le thème qui est au cœur de la campagne. On va successivement être confronté soit à la congrégation des sorcières qui ont leur objectif, ou la loge du crépuscule d'argent qui eux aussi ont leur objectif. Et on va pouvoir prêter allégeance à l'un ou combattre l'autre. Et c'est vraiment un choix de faction, un peu comme ce qu'on peut avoir dans la civilisation oubliée, mais qui ici est vraiment au cœur de la campagne. Oui, avec cette possibilité de choisir son camp, dans la version classique, on peut même, si on arrive au bout de la logique de la loge du crépuscule d'argent, venir à bout de la campagne dès le scénario 6. Oui, alors il y a plusieurs choix à prendre au cours de la campagne, et c'est ça que je trouve vraiment intéressant. Pour finalement, c'est un peu la première fois qu'on voit ça dans Horror Arkham, finir non pas en 8 scénarios, mais en 6 scénarios, en étant complètement fidèle au, à la loge. Mm. C'est vrai que on voit là qu'ils ont pris ce qu'il y avait dans la campagne précédente, c'est-à-dire la civilisation oubliée, avec les serpents et les lyciens, mais ils ont développé bien plus cet aspect voilà, de choix, de camp, d'allégeance, puisque là, on est pleinement conscient, hein, on nous demande vraiment de faire des choix, c'est pas du sous-texte. C'est pas comme quand on se dit est-ce qu'on va aller sauver Alejandro ou pas, est-ce qu'on écoute Itaka ou pas. Non, là, on nous dit vraiment est-ce que on favorise la loge ou est-ce que on essaie d'aider les sorcières, hein. Ouais, ouais. Et puis il y a même des conséquences en jeu, hein, si on ne sauve pas une personne en particulier notamment, ou qu'on ne prend pas des choix qui ont des conséquences sur le Chaos Bag en particulier, on ne peut pas atteindre cet objectif. Et donc du coup, ça nous oblige a posteriori à retenter la campagne dans des conditions qui sont quand même assez particulières et qui ne sont pas forcément très favorables pour les joueurs ou les joueuses, pour atteindre cet objectif qui en soi est plutôt cool, je trouve, quoi. Mm. Oui, ça me permet aussi de parler rapidement d'un aspect de la campagne qui sont en fait les souvenirs récoltés. Cette Mm. campagne s'articule un peu, ça fait un peu roman policier, un peu thriller, où on essaie de récolter au fur et à mesure des scénarios différents souvenirs. Il y avait un truc similaire dans Innsmouth par la suite. Les souvenirs, c'est pas des flashbacks, c'est des éléments qu'on récupère à chaque scénario selon les fins, selon les choix qu'on aura fait en fonction de la loge ou des sorcières. Et donc, au fur et à mesure de l'avancée de la campagne, ça a des modifications plus ou moins importantes, surtout sur le dernier scénario, et ça a aussi une influence sur le Chaos Bug, comme tu le disais. Ouais, ouais. Et un choix, on va en discuter ensuite, mais qui est important sur l'épilogue de la Mm. campagne. Voilà, en fonction des réussites et de ce qu'on a récupéré ou pas récupéré, on va avoir un épilogue qui est une forme de seconde conclusion à la campagne, euh, qui est, euh, qui est vraiment très très bien fait pour le coup. Ouais. Autre spécificité, c'est une campagne punitive. Alors, pas agressive comme la conspiration d'Innsmouth, mais plutôt punitive à l'égard en fait des tests réalisés avec le nouveau mot-clé de la campagne qui est le mot-clé hanté. Alors à quoi ça correspond le mot-clé hanté? Alors,
Hanté, c'est un mot-clé qu'il y a sur les lieux qui se déclenche lorsqu'on rate un test d'investigation. Et je précise d'investigation, c'est important, parce que je l'ai oublié pendant très longtemps. En ratant ce test d'investigation, on va donc déclencher l'effet hanté, qui sont des effets qui sont très divers, hein. Ça va de la défausse de cartes à la perte de ressources, à des dégâts ou des horreurs, ce genre de choses. On peut même Et on a même perdre des actions, je crois, sur certains scénarios. ouais, on peut perdre des actions, on peut défausser des cartes qui sont en jeu. Ça peut avoir des effets aussi sur, il me semble, sur le Gator Spectral, donc qui est le grand méchant de la campagne. Donc voilà, c'est vraiment, pour le coup, ils ont exploité le trait hanté comme il faut sur les possibilités. Ils sont pas forcément allés à fond sur ce qu'on pouvait faire avec, mais au niveau des conséquences, en tout cas, du déclenchement des effets hantés, il y en a moult. Ouais, sachant que voilà, comme tu le dis, ce sont des tests qui sont liés au fait d'enquêter, mais pour autant, il n'y a pas des effets hantés exclusivement sur les lieux. Il y en a, évidemment, c'est la grande majorité, mais il y en a aussi sur certains ennemis qui, en étant dans notre lieu, peuvent du coup avoir des effets si jamais on rate un test, malgré le fait qu'ils ne soient pas forcément engagés avec nous. Je crois que c'est dans le scénario 2, il y a un ennemi qui est la brume de je sais plus quoi, qui est distant. Celui qui a un point d'expérience, ouais. Voilà, qui est distant. Et si en fait on échoue un test d'enquête et qu'on résout un mot-clé hanté, je crois qu'on résout 2 fois le mot-clé hanté du lieu. Là, Ouais, c'est ça. Et alors il y a celui-ci, moi je pense aussi au chien spectral qui nous attaque. Voilà, c'est gratuit. Donc il y a plusieurs effets comme ça qui se déclenchent et qui sont liés à des ennemis ou des traîtrises aussi. oui. C'est sûr que les traîtrises peuvent parfois ajouter des effets hantés ou les activer selon certains critères. Ouais. Je pense notamment à celle qui est renfort et qui a en plus de ça un effet révélation qui nous oblige à résoudre le mot-clé hanté de notre lieu. Sans qu'on ait fait de test d'enquête d'ailleurs. C'est vraiment, Ah on non, pioche bien la sûr. carte, résolvez le mot-clé hanté de votre lieu, et en plus ça renfort. C'est tout bénef. C'est ça. Voilà, c'est une phase de mythe dont on est bien content. On a ensuite ce focus sur le deck de rencontre. Là, à mon avis, on prend un peu le contre-pied de la civilisation oubliée. La civilisation oubliée nous avait apporté un nouveau deck, le deck exploration. Nous avait apporté un lot d'ennemis très conséquent avec cette oppression dans la jungle. Là, vraiment, moi, mon ressenti, c'est vraiment que c'est plutôt le deck de rencontre et les traîtrises qui nous asphyxient, avec parfois 2 decks de rencontre, le monde normal et le monde spectral. C'est pas toujours pleinement dissocié. Parfois, en fait, ils sont mélangés, mais on met à part tel ou tel type de carte selon l'avancée du scénario. Et sur le scénario 4, il y a vraiment 2 decks de rencontre différents qu'on utilise au cours de 2 intrigues différentes. Ouais, en fonction de la nature du lieu dans lequel on est. Et moi, je rajouterais même que par rapport à l'ambiance générale de la campagne, les traîtrises sont vraiment, je trouve, le sel des choses. On a des traîtrises, j'en pense par exemple au Destin des Sceaux, qui est pour moi vraiment dans l'esprit du jeu et qui marque en fait cette espèce de destin inéluctable qui va venir, qui pourchasse les investigateurs. Voilà, je trouve que c'est vraiment ça, c'est 100% de réussite sur cette campagne. Pareil, il y a moins d'ennemis en proportion dans le deck de rencontre que dans la civilisation oubliée, mais en fait ces ennemis ils reviennent via des effets de jeu. On pense au premier scénario avec les sorcières où Annette fait revenir les sorcières. On pense au scénario 3 où en fait les rats et Brown J. King s'arrêtent pas de revenir grâce ou à cause de différentes traîtrises. Donc c'est vrai qu'il y a peut-être moins d'ennemis, mais par contre les traîtrises participent au fait que ces ennemis puissent popper plus que dans les autres campagnes, on va dire. Ouais. Et on peut même rajouter le dernier scénario aussi, où on va remettre les ennemis qui sont en jeu dans les 5 premières cartes ou 10 premières cartes, je ne sais plus, du deck de rencontre, ce qui fait qu'on va régénérer ces ennemis avec des effets de génération, des poursuites, ce genre de choses. Donc, Il y a cette mécanique d'épuisement du deck de rencontre aussi, surtout avec les sets qui correspondent aux sorcières. En fait, différentes traîtrises et ennemis nous font défausser des cartes du deck de rencontre. Et il y a une résonance entre ces cartes qui font défausser des cartes du deck de rencontre
et d'autres qui sont dans notre zone de menace et qui nous disent que quand le deck de rencontre arrive à court de cartes, on subit des effets particuliers. Ouais, tout à fait. Et je trouve que c'est vraiment très bien exploité dans le premier scénario. Un peu moins par la suite, mais on a des effets. Alors déjà, bon, on a des traîtrises en zone de menace, c'est ce qui fait jamais plaisir. Mais on a toujours une épée de Damoclès sur la tête qui est potentiellement des dégâts ou piocher des faiblesses ou des horreurs. Et quasiment tout le temps un test de volonté en plus pour savoir si on se défait ou pas des conséquences de la traîtrise. Voilà. Pour moi, c'est toujours dans l'idée du sort qui s'acharne sur nous. Ouais, il y a un gros retour en force de la volonté, là où elle avait été un Mm. peu mise entre parenthèses dans la situation oubliée. Là, faut pas se leurrer, dans la version classique, euh, enfin, il y a pas que ça, mais il y a quand même presque que ça. Je me faisais la remarque hier, je jouais du coup le scénario 3, et au fur et à mesure que j'optimisais les traîtrises, je voyais qu'il y avait que ça, que ça, que ça. Je me suis dit, tiens, mais il y a combien de tests de volonté? Alors, j'ai pas tout compté, mais en gros, le deck de rencontre fait à peu près 40 cartes. Et il y a plus de la moitié des cartes qui demandent un test de volonté. C'est énorme. Ouais. C'est... Mais pour moi, c'est la grosse caractéristique de cette campagne, ça va être jouer des investigateurs qui ont une mauvaise volonté, un ou deux, c'est en soi se rajouter un niveau de difficulté supplémentaire au vu en fait de ce qui se passe dans la campagne. Que ce soit le deck de rencontre ou même des effets lorsqu'on rentre dans des lieux à plusieurs reprises, il y a des tests de volonté qui peuvent être imposés. Et donc, du coup, comme on le disait, il y a énormément de traîtrises et il y a surtout en fait des traîtrises que moi j'appelle, on va dire, persistantes parce qu'elles viennent dans notre zone de menace pendant un certain temps. On a des traîtrises qui nécessitent qu'on fasse un test moyennant une action pour pouvoir s'en débarrasser. Quand on en a une, ça va, mais quand on commence à en avoir deux, trois ou quatre, ça commence à être embêtant. Et on a aussi des traîtrises qui s'attachent à l'intrigue, qui s'attachent à des ennemis, et on a les fameux triptyques. Ça, c'est vraiment une nouveauté qui, pour l'instant, en fait, ne s'est pas vue ailleurs, il me semble. Si sur les clés écarlates, ils l'ont repris dans un scénario avec les ours, là. Ils l'ont repris, ça. Ah oui, 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 tout à fait en Alaska. Mm. Mais c'est vrai que voilà, Et donc, il y a ces triptyques, c'est-à-dire que quand on les pioche, elles se mettent de côté, et si on a de côté les trois exemplaires, eh ben il y a un effet très badass qui nous arrive dessus, et du coup c'est pas cool du tout. ouais, ouais. Et c'est vraiment, pour le coup, dans le dernier scénario, on se retrouve avec, je crois, l'ensemble des traîtrises possibles qui jouent là-dessus. À un moment donné, très vite, au début, en fait, on va pas se rendre compte de l'impact que ça peut avoir. On se dit, bon, au pire, j'ai pris un dégât, j'ai pris une horreur, il me s'est arrivé quelque chose, c'est pas bien grave. Quand on commence à en avoir deux, bon, on a un peu les pétoches. Quand on se rend compte qu'en fait, l'effet va être l'attaque d'un grand ancien ou la défausse de toute sa main ou d'autres effets cumulés, là on se rend compte en fait qu'il est presque trop tard et qu'on va devoir non pas essayer de lutter contre, mais de jouer avec et d'essayer d'atténuer les conséquences de ces traîtrises-là. Ouais, il Et y je a, pense que du coup, en fonction de si on joue solo ou en multi, on n'a pas non plus aussi la même approche parce que on va pousser en fait le deck rencontre au maximum et on va peut-être avoir une récursivité plus importante de ces traîtrises-là en multi. c'est vrai que ça c'est un élément qui je trouve est encore plus présent dans cette campagne que dans les autres, c'est comme il y a cette espèce d'inondation de traîtrise de partout, zone de menace, à côté de l'intrigue, sur des ennemis. Le fait de jouer, je pense que la bascule c'est le trio. Solo duo, on peut parfois en duo avoir un combo malheureux du deck de rencontre, mais par contre, à partir du moment où on commence à piocher 3 cartes du deck rencontre par phase du mythe, et parfois plus quand il y a des effets renforts, là on peut vraiment affronter un enchaînement de cartes traîtrices qui peut vraiment nous mettre à mal, là, je pense. Hein. Ouais, ouais. Et puis je parlais tout à l'heure du destin des sceaux. Un destin des sceaux donc il y en a trois dans le deck de rencontre. Un investigateur va en avoir une en jeu. Si on se retrouve à avoir une certaine forme de cyclicité sur les deux autres, ça va être des fatalités en jeu, ça va être des dégâts directs. Et là, ça va avoir des conséquences. Hmm.
Donc voilà, une campagne vraiment très axée sur les traîtrises et toutes les joyeusetés que cela peut nous apporter. Ouais. Bon, après, il y a toute Heureusement, il y a un une... peu moins d'ennemis. Ouais. Après, voilà, il y a toute une autre flopée de spécificités qui sont moins importantes que ces aspects-là, mais qui méritent quand même d'être mentionnées. Alors, plus du côté des cartes joueurs, on a inauguré avec cette campagne les cartes tarot. C'était un nouvel emplacement qui consiste à avoir en fait une carte tarot sur le board. Bon, il y avait, avec la version classique, concrètement, on avait 6 cartes tarot, une par classe et une neutre. Et puis, c'est à peu près tout, il me semble. Non, et une Ouais, faiblesse. Et une faiblesse aussi. et la tour. Oui, c'est ça. Oui, c'est la tour. Ouais. Donc bon, les cartes tarot de la version classique n'étaient pas, à mon avis, folichonnes. C'était un soutien qui Il y a coûte le... 3, un XP et qui donnait un boost dans la ouais. statistique forte de la classe. Sauf pour du coup, Sauf la survivante. voilà, la survivante qui donnait plus 1 de vie, plus 1 de santé mentale. Le neutre qui permettait de se booster, je crois. Un test. Oui, il fallait le retirer de la partie en rapide et je crois que on Ouais, a plus une 2. action gratuite à plus de quelque chose comme ça peut-être. C'est ça. Mais bon, l'as de bâton était quand même pas beaucoup joué, quoi. Mhm. Et puis, bon, à côté des tarots, on avait les cartes biclassées qui, pour le coup, en tout cas, moi j'avais beaucoup aimé à l'époque quand c'était sorti, ces cartes biclassées. Moi, j'ai découvert ça après. Donc c'est vrai que pour moi, c'était un peu normal en fait qu'il y ait des cartes biclassées comme dans d'autres jeux. Mais a posteriori, Parchemin des secrets, par exemple, alors dans la version de base, c'est pas dingue, mais en tabou, moi je le joue actuellement justement sur cette campagne avec Loria. Il y a la Winchester, il y a le whisky du Tennessee qui est pas forcément beaucoup joué, mais il y a quand même Totem Macabre aussi qui est bien. Et il doit m'en manquer une, je crois. Moi, la lame enchantée. La La, lame lame- ouais, enchantée. la lame enchantée que je joue aussi avec Marc sur les chasseurs du mythe. Mm. C'est vrai quoi, la lame enchantée et le totem macabre on sont vraiment sortis du lot, moi, à mon avis. Le Mm. parchemin de secret, moi, j'ai beaucoup aimé effectivement la version tabou et je le joue pas mal aussi. Mais c'est vrai quoi, le whisky. Et bon, la Winchester, non. Hmm. Non, c'est pas la Winchester, c'est le 45 Ah non, Thompson. la Thompson, pardon. Ouais, Oui, la oui, la Thompson. Thompson. Donc bon. Voilà, après, Et ça a le con- mérite d'exister. oui. Et après, contrairement à Innsmouth, où là, les pions bénis maudits avaient clairement, ont en fait des conséquences sur la campagne, alors au niveau des scénarios, hein, pas plus, mais concrètement, les tarots et les cartes biclassées n'ont aucun Ouais. effet de jeu vis-à-vis de la campagne ou d'un scénario, hein. Alors, bon, autant les cartes bic classées, je peux comprendre, mais je pense qu'il y a un réel manqué concernant les tarots, parce que, à part l'introduction, Mm. entre le prologue et le premier scénario, où on va discuter avec Anna Kaslov, et que là, il peut y avoir un effet par rapport à la campagne sur les tarots, en plus du reste, c'est vraiment dommage qu'on ne joue pas, même sur les mises en place, par exemple, de certains scénarios sur les tarots. Et puis même, c'est vrai qu'on n'a pas parlé d'Anna Kaslov, mais c'est vrai que elle est présente dans on va dire cet interlude entre le prologue et le scénario 1. Elle nous permet de choisir ou pas notre destin. Mm. On peut la voir en tant qu'alliée, on peut la récupérer, mais en fait, dans la campagne, elle n'intervient qu'à ce moment-là. C'est vrai que c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas eu un scénario où on aurait pu la récupérer comme soutien d'histoire, tout simplement, et Ouais. pouvoir jouer avec elle. Ça aurait été intéressant, je pense. Surtout que la campagne permet ce genre d'action, hein. On pense au scénario 3 où il y a un soutien d'histoire qu'on peut garder et au scénario 6 aussi, où on retrouve des personnages, des disparus de la demeure. Mais c'est vrai que c'est dommage parce que ça fait plus un petit peu genre clin d'œil, Mm. attention aux joueurs et joueuses. Voilà, c'est dommage. Mm. Ensuite, bon, comme dans pas mal de campagnes, combattre ne permet pas de tout gagner. Après, c'est vrai qu'ici, on a trouvé, tous les deux, on était d'accord sur ce point-là, Mm. que il y avait quand même moins d'emphase sur le combat, que ce soit au cours de la partie ou que ce soit pour finir les scénarios. Il y avait vraiment des embranchements vraiment distincts, et ce, dès le premier scénario, puisque dans le cercle des sorcières, on peut Ouais. soit vaincre Annette, soit enquêter dans le cercle. Ouais, tout à fait. Et on a donc aussi l'ennemi qui revient en permanence, hein, le guetteur, qu'on ne peut pas éliminer du jeu. Enfin, une fois qu'il est sur le board, il est sur le board. Mm. Et, euh, et donc, du coup, il faut faire avec. Et c'est vrai que c'est pour moi un peu la première campagne où on peut s'en sortir sans être un combattant.
même si on va avoir des difficultés sur le scénario 8. Mais le reste de la campagne, on peut le faire, et notamment une idée qui est plutôt bien trouvée, hein, dans le scénario 7 sur la gestion des grands méchants via des indices. Voilà, sans trop en révéler aux joueurs et joueuses, mais moi je trouve que c'est plutôt une bonne chose d'avoir ces possibilités-là sans être bloqué par un prêtre ghoul qu'il faut absolument éliminer, et donc du coup inclure en amont de la gestion d'ennemis via des dégâts. Et c'est vrai que du coup, tu parlais du Getter. Le Getter, pareil pour moi, c'est une reprise du concept du héros de Valusia, légèrement transformé, mais ça ressemble quand même énormément à ça. Le héros, bon, on avait du mal à le vaincre parce que c'était un sac à PV monstrueux. Et là, pour le Getter, ils sont pas embêtés. Ils ont dit qu'en gros, il peut pas être vaincu, et quand on arrive à lui enlever sa vie, en fait, il s'incline, il se redresse pas pendant la phase d'entretien, mais après, il revient quand même. Donc, Ouais, ouais, c'est ça. il y a vraiment ça, et puis concrètement, bah, il nous poursuit, hein. Donc c'est ni plus ni moins comme le héros de Valusia. C'est ça. Et il peut être boosté dans un Mm. scénario en particulier, mais sinon ça reste. Au début, on peut se poser la question de comment le gérer, mais c'est loin d'être un problème Oui. vraiment Par sur contre, la c'est vrai campagne. que ce qui est plus sympa qu'avec le héros, c'est qu'il a son set de traîtrise avec lui, il en a deux. Ouais, Et du coup, voilà, on va dire que on peut pas le vaincre. Bon, il est moins violent que le héros, mais par contre, les traîtrises, bah, ah parfois, elles mais peuvent nous mettre un peu la pression, quoi. ouais, ouais, surtout depuis qu'elles ont été Mm. réexpliquées. Il y en a une en particulier qui était reward dernièrement. Mm. Et ça, je trouve que c'est vraiment très, 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 très bien trouvé en fait, parce que bon, il est pas violent, il est 3-5-3, il fait un dégât, une horreur, je crois, C'est ça. de mémoire. Il est chasseur, peut-être riposte, je sais plus. Mais là, en fait, le danger, ça va pas être lui, ça va être le set de rencontre où on peut le déplacer, le faire attaquer hors des phases d'attaque. Donc du coup, il va pouvoir réattaquer pendant la phase d'attaque si on n'a pas de moyen de le gérer. Et c'est vraiment très très bien trouvé. Mm. On a la première apparition de la mécanique des clés, comme on Mm. avait pu le dire pendant la campagne, pour la campagne d'Innsmouth, c'est lors du scénario 5. Alors pas autant d'implications, de conséquences sur la campagne évidemment, hein, c'était clairement un test, mais bon, c'était assez sympathique. C'est sympa. Mm. On en parlera plus sur le scénario en question, mais c'est une bonne idée et je pense que ça a plu, c'est pour ça qu'ils l'ont réutilisé plus tard. Mm. Et évidemment, voilà la particularité qui pour l'instant reste une exclusivité de cette campagne, c'est l'existence d'un prologue. Alors prologue qui, moi pour le fluff, je le trouve vraiment excellent. Après, effectivement, une fois qu'on a joué la campagne 2-3 fois, voilà, on n'a pas forcément envie de le jouer, mais les designers nous ont proposé une alternative très intéressante pour ça. Oui, avec le renouveau, hein, notamment pour générer automatiquement les conséquences du prologue et s'éviter de remonter les decks de Penny, Valentino, Jérôme et Gabriella, je crois que ça s'appelle Oui. la quatrième disparue. Voilà, moi je trouve l'idée vraiment très très bonne. Mm. Vraiment, c'est dommage que alors, on le retrouve dans les scénarios par la suite. J'aurais peut-être aimé qu'il y ait un petit peu plus de clin d'œil vis-à-vis de ça. Peut-être une interaction, un interlude dans le scénario 2. Je sais pas, voilà. Un truc peut-être plus roleplay. Mais c'est vraiment c'est quelque chose que j'apprécie et qui met vraiment dans l'ambiance. Et voilà. Et pour moi, l'ambiance, c'est l'énorme point fort de cette campagne. Donc c'est tout bénef. Ouais, je suis assez d'accord. Et c'est vrai que ce prologue, mine de rien, il nous met tout de suite dans le bain avec bon, une mise en place qui est quand même assez facilitée, plus rapide que le reste. Et en fait, ça nous met d'emblée dans l'un des lieux iconiques de la campagne, c'est-à-dire le manoir de Joseph, Ouais, qu'on retrouvera en fait au scénario 2. c'est ça, le manoir de Joseph et le petit clin d'œil sur la finalité où, sans trop en révéler, la première fois on le joue, on comprend pas trop ce qui se passe, on se retrouve avec un acte, une intrigue. Voilà, il y a un moment assez drôle, je pense, où les joueurs et Mm. joueuses vont se retrouver dedans, où ils ont peut-être eu à avancer l'acte Mm. et retourner l'acte et dire mais j'ai dû rater quelque chose. Ça, c'était très très bien trouvé, en effet. Et puis, pour le coup, ça, comme je dis un peu dans ces romans policiers, ces thrillers et tout, avec ce prologue, bah en fait concrètement, on est acculé. On ne peut pas Ouais, s'en sortir. Et
en termes de sensation, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc où je peux pas m'en sortir, je peux pas gagner, je finis obligatoirement par disparaître d'une façon ou d'une autre. On se dit, mais qu'est-ce qui nous attend en fait? Ouais, ouais. Et c'est en fait, finalement, c'est peut-être un des rares moments où on va choisir son destin, vraiment. Et ça va être ce qui va tourner autour de la campagne. Ça va être qu'est-ce qu'on fait de nos personnages où on peut pas abandonner. On va être limité, parce que nos cartes sont bannies au fur et à mesure. Et voilà, à un moment donné, on choisit. Et faut faire le bon choix. Bon, au niveau des spécificités, je pense qu'on est pas mal. Donc, si t'es OK, on va pouvoir passer aux différents scénarios. Mm. Et donc, du coup, on va pouvoir commencer par les deux premiers scénarios. Alors, on a fait un découpage différent de la dernière fois. Sur Innsmouth, on a fait un découpage plus ou moins thématique. Là, ça va rester dans l'ordre du chronologique. Mais on a trouvé qu'il y avait quand même vraiment toute une série de temps forts et temps faibles sur la campagne. Donc, on a pu regrouper les scénarios pour expliquer un peu ces changements de rythme ou en tout cas de difficulté au sein de la campagne. Et du coup, Ouais. on est tombé d'accord pour dire que le début était plutôt clément. Et je pense que pour les joueurs de l'époque, hein, peut-être toi, qui ont joué la boîte de luxe à ce moment-là, je pense qu'il y a eu moyen de se dire, ok, je ne suis pas dans le cadre de la civilisation oubliée où c'est très violent dès les deux premiers scénarios, mais on rentre progressivement. Alors on a le prologue, on a le scénario 1, donc sur le cercle des sorcières, on a le scénario 2 sur aux portes de la mort. Bon, voilà. Après, advienne que pourra sur le scénario 3, scénario 4, hein. Mais en tout cas, ces deux-là sont plutôt soft. C'est une bonne initiation aux nouveaux mots-clés hantés, par exemple, aux mécaniques, aux nouvelles mécaniques qu'on peut avoir. C'est. C'est. Je sais pas. Moi, c'est des scénarios que j'aime bien, qui mettent dans l'ambiance, sans être C'est non plus ultra novateur. c'est exactement ça. C'est vrai que, bon, la zélatrice, scénario d'introduction, pas de souci. Dunwich, c'était assez soft le premier scénario, quels que soient les deux. Le deuxième, bon, bah, ça pouvait être un peu plus compliqué, mais ça allait. Carcosa, déjà, le premier scénario avec l'émissaire royal qui repopait tous les 3 rounds, ça piquait un peu. Moi, j'ai toujours trouvé ce scénario assez Ouais. difficile. La Et puis même le civilisation deuxième, hein. oubliée, voilà, le premier scénario, il nous met vraiment dans l'ambiance. Et c'est vrai qu'à côté de ça, sans parler du prologue, vraiment le cercle des sorcières, quand on arrive, on se dit, bah, soit c'est par rapport aux autres, ou même par rapport à Innsmouth, le gouffre du Ouais. désespoir, bah, c'est vrai que franchement, on respire, ça va, ça va. Alors, il y a le fait que les investigateurs vont être isolés, ce qui fait que dans une Mm. configuration classique gardien-chercheur, le chercheur peut commencer à stresser en se disant mais qu'est-ce qui va se passer si je tire des ennemis? Comment est-ce que je vais faire pour avancer? Mais il y a des solutions. Il y a des solutions à ça, hein. On peut, entre guillemets, céder d'un lieu à l'autre en fonction des effets des bois. Et puis on n'est pas non plus sur des ennemis qui sont extrêmement dangereux, hein. Oui. Donc bon, C'est vrai que ça, voilà, ça, cette idée d'isolement des investigateurs, on le reverra à un autre moment dans la campagne. C'est très sympa en multi. Bon, en solo, évidemment, on passe complètement à côté, faut oui. dire ce qui est. Mais c'est vrai que c'est assez déroutant au début quand on arrive dans les bois et qu'on se dit que, bah, en fait, le gardien et le chercheur ne peuvent pas directement s'entraider. Et du coup, c'est vrai que parfois, ça a pu en surprendre plus d'un. Ouais. Et ensuite, on a un deuxième scénario qui va reprendre ce qui se passe pendant le prologue, les conséquences du prologue, et qui lui aussi commence tout en douceur, avec le premier acte, qui est une mise en place, on va dire, et une gestion par la discussion des ennemis, avant de rentrer dans le vif du sujet, encore une fois. Et de passer cette fois-ci dans le monde spectral et de s'initier à cette nouvelle mécanique, au nouveau set aussi qu'on peut rencontrer à ce moment-là. Voilà. Moi, petite note là-dessus, j'ai apprécié le fait de réinventer l'antique fléau via les créatures spectrales qu'on pourrait piocher et qu'on met à part. Ça permet aussi aux joueurs de se dire, ok, elles sont mises à part, il va se passer quelque chose quand j'arriverai dans le monde spectral. Ouais.
Ouais, de façon globale, voilà, que ce soit sur le cercle des sorcières ou aux portes de la mort, le tempo est relativement arrangeant. Alors, surtout sur le cercle des sorcières, parce qu'en fait, vous pouvez accumuler les indices et en fait passer les actes d'une D'un traite. coup. Mm. Donc ça, c'est quand on le sait, c'est vrai que c'est très très arrangeant. Et puis aux portes de la mort, voilà, tant qu'on n'a pas avancé l'acte, on est quand même assez tranquille. On a le temps vraiment de se stuffer, de faire le tour de la demeure. Donc c'est vrai que là-dessus, c'est un point commun des deux scénarios. Le tempo, il est quand même assez gentil. Ouais. Voilà. Et le premier scénario, moi je trouve qu'il est quand même très riche en XP. Alors, vous allez me dire que dans la civilisation, c'était aussi le cas, mais il fallait quand même un peu souffrir dans la civilisation Ouais, pour récupérer on n'est les pas sur XP. le même niveau de difficulté, hein. Hmm. C'est Là, c'est bon vrai que là, le cercle des sorcières, bon, je ne sais plus combien d'XP sont disponibles au total, mais franchement, on a moyen quand même d'en retirer 6-8 sans trop, enfin, pas sans difficulté, mais ça se fait. si c'est sûr, parce que ne serait-ce que si on joue indice plutôt que combattre, il y en a déjà 2 Sur sur le le cercle. rituel. Hmm. Il y en a 2 sur l'interlude en fin de saison, en fin de scénario 1 parce que on a été confronté au mythe. Enfin, je sais plus comment il formule, mais on en Hmm. gratte encore ensuite. Et sur les 5 lieux de départ, il y a 3 ou 4 XP minimum. Hmm. Ouais, donc Donc, ça en fait. Ça en fait, hmm, ça en fait. Et puis surtout, enfin, ce scénario nous demande d'enquêter, nous demande d'avoir des indices, donc on est obligé d'enquêter dans les lieux là où dans la civilisation oubliée, on devait explorer. Et on n'avait pas besoin de et- tant d'indices que ça en fait pour avancer. Et surtout les trois ruines de la fin, en fait si on tombait directement sur la bonne, on n'allait pas forcément visiter les autres qui avaient aussi des points d'expérience dessus. ouais. Et on était aussi confronté au deck d'exploration dans la Mm. civilisation oubliée, ce qu'on n'a pas là. En fait, on est classiquement sur un schéma d'exploration, esquive des sorcières. Il y a un rejeton qui traîne à un moment donné, mais Mm. rien d'incroyable. Donc non, c'est plutôt tranquille. Mm. Alors sur les portes de la mort, on a commencé déjà à en parler, hein. Donc voilà, ça reprend les éléments du prologue. On est sur une nouvelle fête dans la demeure de Joseph. Donc on connaît déjà les lieux. Ça fait c'est quand même assez sympa la façon dont c'est fait. Même si les lieux sont les mêmes, mine de rien, on, on sait. Ce qui est assez sympa, c'est qu'on sait plus ou moins ce qui va se passer, mais pas Et où avec ça le va se même passer. personnage. Ouais. L'ambiance, voilà, est quand même très sympa encore une fois, hein. Et, et moi j'aime bien l'idée d'être, sans trop spoiler, mais d'être confronté aux cultistes et de ne pouvoir les gérer que par la discussion. Mm. Qui vont être principalement des tests de volonté, hein, encore une fois, à part un test d'intelligence, mais on peut pas les gérer en les éliminant classiquement. Donc du coup, je trouve ça plutôt cool, quoi. Mm. Ça change. Ouais, c'est vrai que là-dessus, voilà, il y a vraiment une. On n'est pas sur un deck de rencontre qui est encore parfaitement scindé, monde réel avec les cultistes et monde spectral avec les spectres, mais comme tu le disais, hein, les cultistes vont popper, il va falloir discuter avec eux. Au Mm. début, les spectres, en fait, ils vont rester de côté en mettant des fatalités en plus et du coup faire office d'antique fléau. Et avec le monde spectral, paf, ils vont tous popper d'un seul coup. Ouais. Et ils vont même aller à la poursuite en fait Mm. des cultistes qui vont être considérés comme des investigateurs, hein, pour tout ce qui est la poursuite. Et donc du coup, nous en tant que joueurs, eh ben, on va pouvoir jouer justement avec ça en se disant bah je suis prêt à mettre dans telle configuration pour que les ennemis chasseurs aillent plutôt manger un néophyte quelque part et moi je puisse partir de l'autre côté pour Mm. vider des lieux ou essayer d'abandonner ce genre de choses. Et ça, je trouve que c'était une très bonne idée aussi de la part des designers, hein, Ouais. sur ce scénario. Ouais, clairement, ça donne vraiment un aspect tactique au scénario selon ce Mm. qu'on veut faire, parce que voilà, c'est pas du tout le même scénario si on veut sauver tous les cultistes, aucun cultiste, ou si on veut en sauver un en particulier, on va dire. Ouais, ouais. Et c'est les prémices justement du thème de la campagne de est-ce qu'on va choisir plutôt la congrégation ou plutôt la loge. Hmm. Voilà, bon, il y a le distinguo avec le monde spectral, hein, c'est fou. Je l'ai corrigé avant qu'on fasse la vidéo, j'ai corrigé distinguo avec le monde spectral, et là, vidéo, le monde spectral n'apparaît pas. Il faut croire que l'ordinateur Et n'apprécie pas le monde spectral ou que celui-ci nous dépasse, mais bon, il est le mot est dans une autre dimension. voilà. Il est extra-dimensionnel pour faire la transition.
Voilà. Alors après ce début clément, pour le coup, Oui. moi j'ai vraiment trouvé, et on est d'accord là-dessus, qu'il y a un coup d'arrêt mais monumental. Parce que jusque-là, on était plus ou moins tranquille. On se disait, bon, ça va, tout va bien, y a pas trop la pression, on peut faire un peu ce qu'on veut, on a pas mal d'XP et tout. Et là, on arrive au Et c'est scénario 3. le nom secret, Ouais. heu, où on va visiter une maison, heu et une maison où les rats sont plutôt gros, et ça nous change déjà du jeu et un scénario, je pense qu'il en a marqué beaucoup, qui est vraiment pour moi, si ce n'est le scénario signature de la campagne du Cercle Brisé, et qui est vraiment, un autre niveau de difficulté du reste, hein. C'est, Mm. Brown Jenkins, Nahab, on pense à vous, quoi. Mm. C'est la première partie du scénario, moi, me fait beaucoup penser au musée Miskatonic parce qu'on a un lieu central. Enfin, la première partie. La deuxième partie, on va dire. On a un lieu, on se retrouve dans un lieu central. En fait, il faut trouver d'autres lieux qui, là, en fait, ne sont pas des salles de musée, mais c'est carrément des époques et des mondes différents, hein. Enfin, plutôt des époques. Mais Ouais, non, il y a des lieux aussi, hein. Il y a la oui, cité des, des anciens. heu, ouais, une cité des Mm, anciens, il y a une prison à Salem, il me semble, il y a une mm, salle de classe, enfin voilà. c'est Donc c'est vrai l'idée est que, très, très bonne. voilà, en fait, on navigue comme ça d'un lieu à l'autre. Et ça fait très musée Miskatonic. Et quelque part, voilà, le rôle qu'avait l'Aurore Chasseresse dans ce scénario-là est rempli par justement Brown Jenkins et moi ce que j'appelais les Ratus Ninja. Ça fait très Maître Splinter et les Tortues Ninja, mais là concrètement, voilà, les rats, ils sont balèzes à souhait. Brown Jenkins, Mais il nous c suit partout. mais puis le Brown va attaquer la main de tous les investigateurs dans son lieu, donc il y a des moyens de parer à ça, hein, heu, si on l'engage en dernière action, par exemple, il va nous attaquer, s'incliner et donc du coup, il ne va pas déclencher son effet. Il y a d'autres cartes qui peuvent bloquer. Mais on se retrouve avec, un Jenkins qui va vider la main avec des rats qui sont ordinairement, 1-1-3, mais qui vont être boostés par Bronn, qui sont aussi boostés par l'intrigue. C'est un scénario, qui peut très, 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 très vite, mal tourner. Hmm. Surtout dès le début, hein, lorsqu'on doit visiter les différentes portes, dans le couloir vermoulu, là, on peut directement tomber sur de la génération de rats. Voilà, merci, on Hmm. a bien commencé le scénario. Et c'est là que moi je trouve sur ce scénario-là, on perçoit, mais à vitesse grand V, la différence entre le solo et le trio surtout. Parce que en solo, bon, bah, Brown Jenkins, il va peut-être apparaître à la fin de la première intrigue, parce qu'il Mmh. doit popper. Mais si on est assez rapide, on a quand même quelques tours avant de le voir arriver. En trio, concrètement, il apparaîtra avant la fin de la première intrigue. Il peut même apparaître dès le premier tour. Et honnêtement, quand vous commencez à voir Brown Jenkins à la première phase de mythe, vous vous dites oh là là, ça commence bien. Bah, il y a soit un investigateur se sacrifie pour rester dans son lieu et ne pas provoquer le déplacement de Brown, ou Mm. sinon il faut très vite trouver la chambre de Kezia Mm. pour avancer, essayer de l'éliminer, mais de Mm. toute manière, il va revenir. Donc Ouais. il revient soit par les intrigues, soit par les éléments. Il y a des traîtrises aussi, Mm. qui le font revenir. Voilà, je pense que la meilleure stratégie là-dessus, c'est de le subir et de vivre avec. Mm. Heu, Mais ouais, ouais, ça fait partie des quand on finit le scénario, moi c'est mm. j'en pouvais plus de ce rat, quoi. Ouais. Je reviens vraiment, il y a vraiment deux stratégies intéressantes auxquelles on pense pas quand on joue en multi, et tu les as données, hein, mais j'insiste bien là-dessus. Soit il y a un des joueurs qui décide de se sacrifier, qui reste dans le lieu, et bah tant pis, le gars en fait il est perdu, quoi, concrètement. Allez, il peut bouger d'un lieu, faire un truc et revenir, mais concrètement, en gros, il faut pas qu'il soit dans le même lieu que ses autres camarades, Mmh mh. donc il va être quand même très très limité. Ou alors, effectivement, il faut accepter le fait de l'engager. Et en fait, comme il nous fait défausser notre main que s'il À est la fin, redressé, à la fin à de la la... fin de la phase des ennemis, ouais. Voilà. Le fait de nous attaquer, ça, c'est important parce qu'on est très peu Enfin, même moi, je le fais pas forcément parce que c'est entre guillemets une perte de temps, mais une fois que les ennemis nous ont attaqués, ils s'inclinent. Donc, comme il est engagé avec nous, il nous attaque, il s'incline. Fin de la phase d'ennemi, il n'est pas redressé. Mmh Et là, et il déclenche pas son effet. voilà. Donc du coup,
Typiquement, si vous avez un sac à PV, Tommy Muldoon, William Yorick, ou que ça vous permet de piocher avec Marc, c'est acceptable. Totalement par hasard, un Marc avec un guéri sur la table, par exemple, ça marche très bien, hein. Moi, je l'ai géré comme ça sur les chasseurs du mythe. Mm. Donc voilà, il y a des possibilités pour l'en empêcher. Après, voilà, on a par exemple nié l'existence, mais c'est un événement qu'on peut jouer qu'une fois. Mais voilà, si on veut avoir des stratégies pérennes en multi, il y a vraiment ces deux possibilités-là. Ou qu'un investigateur la tire. Mm. Après voilà, faut vivre avec. De toute manière, il y aura autre chose à gérer au cours de ce scénario. Voilà. Euh, Avec Nab déjà, qui voilà. vient tranquillement rejoindre la fête pour bien nous faire comprendre que si on avait déjà 3 rats sur nous, plus Ron Jenkins, bah elle est là pour nous mettre encore plus la pression, et notamment avec les fatalités qui s'accumulent sur elle. Donc c'est vrai que Et ramener son copain Bron si jamais on l'a géré le tour d'avant aussi, hein. c'est C'est ça. C'est ça, c'est ça. ouais. Non, Alors, ce il scénario, faut. pour moi, c'est une vraie calamité, hein, en vrai. Ouais. Ah, il est rigolo une première fois. Bon, ensuite, moi, ça m'est arrivé de builder autour de ce scénario-là. Euh, mais c'est un peu, il y a un côté, il y a un peu un côté purge parfois. Parce que quand rien ne va, rien ne va aller. Je veux dire, on peut faire le maximum pour essayer de se remettre à l'endroit en se disant je vais gérer bien les rats comme il faut. Puis en fait, le tour suivant, on se retrouve avec une nouvelle traîtrise qui va arriver, qui va nous bloquer des actions de jeu, par exemple, ou qui va, je sais pas, déclencher des effets hantés qui vont nous faire perdre des ressources ou rappeler des rats. Enfin, c'est. Et ce qui est fou, c'est que, enfin, il y a, comme tu dis, il y a des parties, bon, tout de suite, quand au cours des premières phases du mythe, tu commences à prendre la foudre, là tu dis, bon, ok, c'est bon, ça va pas le faire, bon, bah tant pis, il faut juste pas avoir le bol pour Caron, c'est tout. Hmm. Euh, et après, comme ça m'est arrivé hier soir, je suis avec Patrice, j'ai eu un bon tirage avec mes chasseurs du mythe en aléatoire solo, c'est nickel. Donc, Brown Jenkins, concrètement, je m'en inquiète pas plus que ça avec Patrice. Mais par contre, je suis avec Nab, je suis sur la fin, il lui reste plus qu'une fatalité sur elle. Qu'est-ce que je pioche à ma phase du mythe? Ah ben une étrange géométrie. Et paf, je suis Ouais, télétransporté dans un autre lieu, je suis à Dash, je suis prisonnier dans un lieu, alors que bah, Nab, bah, du coup, tranquillement récupère des fatalités sur elle. Ah, c'est j'étais ça. vert, j'étais vert. Ah bah ça fait partie des choses où on peut avoir la malédiction de Nab, enfin je sais plus comment elle s'appelle, où Mm. d'un seul coup elle va nous attaquer, voilà, gratuitement. Elle va nous attaquer, on va mettre de la fatalité dessus alors qu'on n'a rien demandé. Pour le coup, c'est très très punitif comme scénario et on peut même pas abandonner en plus. Donc Mm. C'est ça. c'est compliqué. Enfin, et puis jusqu'à la fin, on va se tirer Bron et Nab. Nab Mm. qui va être boosté au fur et à mesure de l'avancée par les numéros d'intrigue et qui va générer des intrigues sur elle. Le seul moyen de la gérer, c'est de dépenser des indices pour enlever ses fatalités. On est sur un lieu qui va générer tout le temps des indices. Sauf que quand on va se planter sur l'investigation, on va déclencher l'effet hanté qui va être de rajouter des fatalités sur Nab. Enfin, c'est le cercle vicieux d'une mauvaise succession Mm. des faits, quoi. Voilà, ce scénario aurait dû s'appeler, à mon sens, le point de non-retour. Ouais, la descente en enfer. Ouais. Donc bon. Mais bref, si tant est que ce scénario ne nous avait pas satisfait en matière de difficulté, le quatrième scénario, le salaire du péché, vient nous conforter dans le fait qu'on est vraiment, comme tu le disais, en enfer. Ah Puisque, bah ouais. bon, bah, on est face à un scénario, moi, je n'ai jamais réussi à avoir les 4 hérétiques en pile de victoire. Alors moi, ça m'est déjà arrivé, mais dans des configurations particulières parce que, alors pour les personnes qui nous regardent, on va avoir un pool de cartes hérétiques qui vont être distribuées aléatoirement sur 4 lieux, donc on va en avoir 4 en jeu. Et ces hérétiques-là, pardon, ils ont des effets sur des cartes histoire qu'on ne connaît pas. Et souvent, en fait, ils doivent être scellés dans différents lieux. Donc, en fait, on va être amené à courir sur les lieux, enlever les indices, ramener les hérétiques sur ces lieux-là. Et effectivement, ça peut très très mal se passer, comme ça peut à peu près moyennement bien se goupiller, parce que il y a toujours le guetteur spectral qui va nous courir derrière. Donc là, on est encore une fois sur un cas de figure où si ça se passe mal,
on va devoir faire des choix et le bon choix, c'est d'abandonner sur le lieu du ruisseau selon comment ça se passe, quoi. Hum, c'est vrai que Par contre, là, ce qui est bien, c'est qu'il y a les 2 lieux. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup dans ce scénario-là. C'est peut-être, là où c'est le mieux exploité, c'est qu'on a les lieux communs et les lieux du monde spectral. ouais, On va avoir les 2 decks de rencontre qui vont jouer en fonction dans quel lieu on est. Il va y avoir des contraintes, in-game parce qu'on ne peut parfois enquêter que dans des lieux qui sont sur la phase spectrale et donc du coup, ça va nous obliger à tourner les lieux sur la phase spectrale et à ce moment-là, les ennemis, spectrales type hérétique, bah, peuvent nous attaquer et donc du coup, il y a vraiment une stratégie de se dire: «Oui, mais est-ce que finalement, je préfère pas avancer et prendre le risque de déclencher des effets du deck de rencontre spectrale plutôt que commun?» C'est ouais. là où c'est plutôt bien trouvé. Ouais, c'est vrai que ça, c'est vraiment un peu comme la mécanique de, d'épuisement non, pardon, la mécanique d'isolement des investigateurs, c'est une autre proposition de la campagne. C'est deux mondes parallèles et les deux decks de rencontre parallèles qui donnent une dimension tactique stratégique très intéressante, qui est bien exploitée et qui rend le scénario difficile, faut dire ce qui est, dans le salaire du péché, et qui aurait mérité d'ailleurs d'être un peu plus approfondi ou réutilisé ailleurs. Encore une fois, quand on voit que le deck exploration dans la civilisation oubliée, c'est pour le premier, le deuxième, le quatrième scénario, le cinquième version A et B, et même le huitième, c'est vraiment un truc qui revient tout le temps. Et c'est vrai que là, Mmh. c'est un peu dommage, je trouve. On l'a, bon, le prologue, on a que du spectral. On l'a au scénario 2 un peu. On l'a au Ouais, scénario 4. Et derrière, bon, on l'a plus. pourquoi dans le scénario 6, Union des illusions, on l'a pas, par exemple? Hmm. Ouais. Et même dans le scénario 2, on aurait pu bénéficier de ce 2e deck de rencontre, Hmm. heu, alors qu'on a les prémices de ça parce qu'on doit mettre les ennemis spectrales de côté, en attente de l'intrigue de A. Donc c'est vrai que c'est dommage que ça ne soit exploité que dans ce scénario-là. Hem, L'avantage, c'est que c'est bien fait. Hmm. Honnêtement, moi, Oui. c'est quelque chose que j'aime beaucoup, d'avoir les cartes qui se répondent aussi entre les 2 Hmm. decks de rencontre. Alors ça peut créer des misplays, parce que, on peut piocher les cartes du mauvais deck en fonction du lieu où on est, mais ça nous met vraiment dans l'ambiance, quoi. Par contre, les Hmm. cartes spectrales ont leur effet, typique et les cartes communes ont leur effet typique. Voilà, typiquement, d'un côté, on va avoir des sorcières avec les effets, liés aux ensorceleuses et de l'autre côté, on va avoir les monstres, et les effets hantés, destin des sceaux, terreur, non pas terreur dans la nuit, mais, enfin tout ce qui est lié, Hmm. au monde spectral, quoi. Ce qui, moi, ce que je trouve du coup un peu dommage, oui, dans ce scénario, c'est voilà, c'est qu'il y a vraiment une difficulté pour, on va dire, tout réussir. Après, voilà, c'est un scénario qui est un peu comme les masques de minuit et on va dire existe pas forcément comme un scénario où on est censé tout réussir, même s'il y a Mmh. une conclusion spécifique si jamais on arrive à avoir les quatre hérétiques en pile de victoire. Mais c'est sûr que voilà, en solo, honnêtement, les quatre, moi je vois pas comment c'est possible. Alors, sauf à avoir l'hérétique dans le bon, qui pop dans le bon lieu les quatre coups, là, à la limite, peut-être, et encore, je pense que c'est assez difficile parce que l'intrigue est pas très longue en vrai, hein. Après, voilà, c'est sûr que. La chance, c'est sur les types d'hérétiques qu'on pioche. Très Oui, honnêtement, il y a des hérétiques qu'on peut oui, battre, juste oui. avec des indices ou Hmm, simplement en les battant. hmm. Si on a les quatre hérétiques qui demandent 4 tests différents, qu'il faut Ouais. renvoyer sur 4 lieux différents, là, c'est Hmm, et c'est là où il faut apprendre à perdre le hmm, moins possible aussi. Voilà, c'est hmm. notre manière de voir le jeu. Heu, on sait qu'on ne pourra pas faire 100 de réussite, mais il faut limiter la casse. C'est ça. Euh, Et là, par contre, contrairement au non secret, eh ben, en multi, on s'en sort mieux. En Tout à fait. solo, encore une fois, les quatre, pour moi, ça reste impensable. C'est sûr que quand on est en trio, bon, on peut vite se faire déborder, encore une fois, par l'ensemble des traîtrises qui viennent nous embêter, mais bon, voilà, si on a des personnages un peu flex qui peuvent se débrouiller tout seuls, bon, bah, il y a moyen quand même de s'en sortir. Ouais, typiquement le 3e ou 4e, joueur un peu flex va pouvoir «ouvrir» entre guillemets les hérétiques en dépensant des indices pour discuter avec eux et donner l'information aux autres joueurs sur la condition secrète de sa carte histoire. Mm. Et donc du coup, pour les autres joueurs, anticiper quel lieu vider, comment gérer,
qui est-ce qui est bon en lutte, qui est-ce qui est bon en agilité pour s'occuper de cette hérétique-là, pendant que le joueur flex ensuite va par exemple échapper au getter spectral pour faire gagner du tempo pour les autres. Là voilà, c'est un aspect tactique à développer en multi. Ce sera certainement un moyen de sublimer Alessandra Zorzi, qui nous arrive avec la prochaine campagne. Et oui, enfin quelqu'un qui joue sur la discussion, quoi. Après ces deux scénarios fort piquants, on va dire, on a un redout de la campagne avec le fait de retrouver des niveaux de difficulté, pour moi quand même assez proches des deux premiers scénarios. Alors un peu plus difficile quand même, parce qu'on attaque la deuxième partie de la campagne, mais c'est vrai que par rapport à la douche froide qu'on s'est prise sur le non secret et le salaire du péché, bon, on peut le dire, les trois scénarios suivants sont quand même un poil plus gentils, hein. On va commencer du coup par Pour le bien commun, scénario aussi signature comme le nom secret, en ce sens que pour l'instant, on n'a pas retrouvé de thématique similaire, à mon avis, puisque c'est un scénario qui joue sur, on va dire, l'infiltration au sein de la loge du crépuscule d'argent, avec justement la gestion des cultistes, à l'instar, en tout cas de façon similaire à ce qui s'était fait au scénario 2 où on discutait avec eux. Là, même au-delà de cette discussion qui est encore possible avec certains d'entre eux, il faut vraiment éviter de les combattre parce que en fait ça accélère le tempo du scénario et ça nous met Ouais. en difficulté. Et c'est ça que j'aime beaucoup aussi dans cette campagne, c'est que justement on peut avancer, on peut gérer les ennemis sans avoir à les combattre. Donc là, de l'agilité pour ce scénario-là, avec une génération de cultistes qui peut quand même être accélérée par le deck de rencontre qui est spécifique à ce scénario-là. Voilà, moi c'est un scénario que j'aime bien. J'ai du mal personnellement avec parce que ça m'est arrivé à plusieurs reprises de me retrouver bloqué à cause du système de clés où là je trouve qu'il y a un problème de design du scénario. Mais aucune grande difficulté pour les investigateurs, quoi. Ouais, c'est vrai que le renouveau vient changer un petit truc qui nous permet de débloquer C'est la chambre forte dans mes Ouais, souvenirs qui est problématique, c'est ça. qui demande la clé des choses anciennes, je crois. Mm. Et qui est un lieu qui lui-même génère une clé. Donc du Mm. coup, on peut se retrouver bloqué à devoir attendre de générer soit le geôlier, soit le gardien des clés pour générer des indices Mm. clés, pardon. Donc on rentre dans une mécanique où ça commence à être un petit peu un peu tiré par les cheveux. Ouais. Vient ensuite du coup Union et Désillusion. Alors, Ouais. alors on retrouve l'isolement des investigateurs, comme dans le scénario 1, puisque du coup on arrive sur les berges d'un îlot et puis les investigateurs se séparent pour essayer d'explorer l'îlot. Après, voilà, contrairement au bien commun où dans le bien commun les choix d'allégeance ayant été faits ont une incidence directe sur la fin du scénario et sur ce qui va s'y passer, et aussi le Chaos Bag, puisque il y a, si on a pas les cultistes, le cultiste il est un peu vénère dans ce scénario, je crois, de Mais mémoire. les pions cultistes sont pas très très sympas d'une manière générale, hein. Dans mes souvenirs, hein, pour le bien commun, je crois que le pion cultiste, donc on en a deux dans le Chaos Bag si on est vraiment très fidèle, Mm. je crois que c'est un -2 révéler un autre pion. Mm. Donc c'est potentiellement un -6 en fait. Mm. Donc on n'a pas vraiment envie de, de déclencher ces effets-là. Après, c'est à la hauteur de la possibilité de finir la campagne en 6 scénarios. Mm. Bon. Mais c'est vrai que du coup, voilà, à contrario, dans Union et Désillusion, bon, on nous fait miroiter le fait que le choix d'allégeance entre les sorcières et la loge a des conséquences. Bon, concrètement, ça ne change pas la mécanique de la campagne. Soit on doit allumer, soit éteindre des bras zéro, mais ça ne change pas la façon dont on les allume ou on les éteint. C'est les mêmes tests, en fait. Ouais, tout à fait. Et c'est là où pour moi c'est un petit peu mensonger sur ce scénario-là. C'est ce qui va vraiment jouer sur le scénario, c'est ce qui s'est passé pendant le prologue. Mm. Et c'est là où on retrouve, alors certes c'est un peu loin pour les joueurs ou joueuses, hein, remonter 6 scénarios en arrière pour retourner au prologue et se rappeler en fait ce qui s'est passé aux disparus, mais c'est là où ça va avoir une importance. Mm. Et c'est là où justement le fait d'être isolé est quand même plus pénible, ou en tout cas peut être beaucoup plus pénible que dans le cas du scénario 1, du coup, parce que si on se retrouve avec
les mauvaises versions des disparus, entre guillemets, Mm. ça peut vraiment complexifier les choses. Et c'est vrai que ouais, tu revenais sur le prologue. Moi, ce que j'ai trouvé dommage, c'est que on a le prologue, on a une réminiscence avec le scénario 2, sans forcément qu'on nous reparle des disparus ou quoi que ce soit. Mm. C'est dommage, voilà, qu'il y ait cette rupture et on ne nous en ait pas reparlé à un moment. Typiquement, dans Pour le bien commun, il y aurait pu y avoir un petit élément qui nous parlait de pourquoi est-ce que il y avait eu quelque chose dans la maison de Joseph. On va dire approfondir un peu ça pour nous rappeler justement les disparus et du coup les retrouver de façon opportune dans Union et des illusions. Ouais, ouais. Et c'est là où ça change pas rien au scénario, par exemple, où je crois qu'il s'appelle Auguste, une des personnes avec qui on peut discuter dans pour le bien commun, qu'on a un interlude un peu fluff, un peu roleplay, où lui, en tant que cultiste, peut faire un rappel justement à ces disparus-là pendant qu'on réalise l'action de discussion avec lui, quoi. Mm. Mais après, bon, c'est un scénario qui reste quand même qui reste marqué par les tests cercles, Mm. qui en solo sont un vrai challenge, hein. Ouais. Pour souvent jouer solo, euh, moi avec ma Gloria là, les tests cercles à agilité plus lutte, je sais pas comment je vais les passer. Mm. Ouais, non, c'est sûr que là, ouais, ces scénarios-là, bon, les dernières fois que j'ai fait cette campagne, j'avais une Sefina, mais du coup très riche, et donc du coup, bah, avec un module riche, ça passe. Mm. Il y a moyen de réussir moyennant du pay to boost aussi, mais si on commence à vouloir avoir deux cartes complémentaires talent en pay to boost, bon déjà ça va bouffer énormément de ressources, et puis bon c'est autant de slots de cartes, sauf si on a des permanents, qui sont pris sur le reste quoi. Ouais, ouais. Et c'est pour ça, hein, pour les viewers, si jamais vous avez une solution particulière ou des astuces pour ce scénario-là, moi je les veux bien. Laissez-les dans les commentaires parce que je sais pas trop comment faire, hein. Quand on a 3 en cumulé et qu'on doit faire des tests à 10, c'est- j'ai peut-être quelque chose à préparer en amont justement pour réussir ce scénario qui est quand même qui est un peu long. Tout à l'heure on parlait des lourdeurs de la campagne. Voilà, à titre personnel, c'est un scénario où on va se retrouver avec les engoulevents et Hmm. l'autre créature, le corbeau qui reviennent. On va se retrouver avec le guetteur spectral qui peut être boosté, pas boosté. On va se retrouver possiblement avec les ennemis histoire. Là, pour le coup, c'est un scénario où on peut avoir beaucoup d'ennemis et on est obligé d'avancer en enquêtant avec les effets hantés sur tous les lieux. Enfin, voilà, c'est là où ça peut être un petit peu long à passer, quoi. Hmm. Oui, c'est vrai que bon, il faut tempérer le redout par rapport au scénario. C'est un redout parce qu'on peut abandonner quand on veut aussi, hein. Oui, oui, C'est tout à fait. c'est aussi ça. Et l'abandon ne clore pas la campagne. Euh, Non, non. Après, voilà, c'est vrai que selon voilà, les builds qu'on a, bon, les tests du cercle sont plus ou moins compliqués. Mais c'est vrai qu'en multi, en fait, bah, on aura tendance à avoir des investigateurs complémentaires. Et donc, du coup, ça facilite quand même pas mal. Alors, en solo, oui, Mm. voilà, en solo, moi, comme je le dis, c'est avec un module riche, en fait, on s'en sort très bien. Moi, j'ai trouvé qu'avec les survivants, cacher son jeu, compétences, on s'en sort bien aussi. Là, avec ma Patrice, je me dis que avec l'encre animée qui va me booster des stats, et, euh, et j'ai aussi pris euh, la carte faire les préparatifs, le dilemme Oui. survivant. Je me dis qu'avec ces deux trucs, ça va me donner des petits boosts que j'ajusterai sur les tests. Donc on verra ce que ça donnera, mais en solo, ouais. Si on n'a pas ce genre de truc, je pense quoi, c'est un peu compliqué, hein. Bah, après, moi, je renvoie les gens à la vidéo sur l'instinct de survie avec Caroline Fern que j'avais joué justement en solo sur cette campagne, où j'avais build en amont Mm. pour jouer Clédis et Peter Mm. Sylvestre. Ouais. Donc du coup, j'avais une Clédis qui était au maximum, Peter Sylvestre qui encaissait les horreurs, et donc du coup, bah, j'avais +3 dans toutes mes caractéristiques grâce à la Clédis, plus la volonté, l'agilité boostée avec Peter, ce qui fait que avec quelques indices, j'avais vraiment aucune difficulté pour passer les tests du cercle, quoi. Mm. Petit bémol avec, si jamais, voilà, petit rappel, si dans le troisième scénario, on a choisi de prendre le livre,
de Kezia qui rajoute un pion crâne qui Hmm. a des effets sur ce scénario-là, parce que les pions Hmm. crânes sont vraiment très Ouais. mauvais pour passer des tests du cercle. Hmm. On pioche un pion supplémentaire dans le cas d'un test cercle Hmm. de souvenirs, en standard en tout cas, Ouais. sur ce scénario-là. Donc bon. Et moi qui ai succombé au fait de prendre ce joli bouquin pour Patrice, Ah oui, bah, je pense que Gloria est tombée dedans aussi. ouais, je pense que je vais rigoler. Mais c'est vrai que bon voilà, un plus un volonté, plus un intelligence, c'est quand même sympa. Ouais, c'est sûr. Le scénario 7 dans les griffes du chaos, eh ben, c'est ni plus ni moins que le Pandémie d'Arkham. Oui, tout à fait. Et un système qui est assez qui est nouveau, une nouvelle mécanique sur les brèches et les incursions, qui va être générée aléatoirement. Et donc là, je conseille aux gens d'utiliser l'application Arkham Cards pour ça. Mais on va se retrouver à Arkham et on va sur les lieux générer des brèches qui sont le remplacement en fait des pions fatalité. Et les investigateurs vont devoir courir à travers les différents quartiers d'Arkham pour combler ces brèches et éviter les incursions des entités dans notre plan pour finalement se confronter au petit méchant. Parce que le grand méchant arrive ensuite au petit méchant de la campagne en fonction de nos choix envers soit la congrégation des sorcières, soit envers la loge du crépuscule d'argent. Ouais, c'est un scénario moi, que j'ai trouvé très sympa. Alors pareil, c'est là que, de façon globale sur cette campagne, je me dis, au niveau des tests des scénarios, je sais pas, il a dû se passer quelque chose parce que là c'est pareil, en solo, honnêtement, en fait, des brèches et des incursions, on n'en a pas des masses. Alors que dès lors qu'on commence à être en trio, on peut encore une Ah, fois ça avoir un pleut, hein. enchaînement du deck de rencontre qui fait que d'un seul coup, on a trois incursions qui pètent d'un seul coup et ça fait une réaction en chaîne de folie, quoi. Donc, Ouais, surtout qu'il y a pas trop d'ennemis non plus. Donc du coup, mm, en solo, c'est vrai que c'est assez... sans dire qu'on peut prendre son temps, mais moi, c'est jamais un scénario qui m'a trop ennuyé. ouais, non, en solo, pas du tout. Et puis, étant donné que ces fatalités, selon le rythme auquel en fait on veut les enlever et selon la tactique qu'on adopte en fonction des lieux, bah, en fait, on arrive à gérer le tempo du scénario. Et donc, Mm. on arrive à faire en sorte que quand il est temps d'affronter en fait soit tantôt Annette, tantôt Carl Sanford, bah en fait on est prêt. On est prêt et ils se gèrent l'un comme l'autre. Enfin, ils peuvent se gérer au combat, mais ils se gèrent aussi en grande partie avec les indices. Tout à fait, ouais. Oui, Et ils ont 6 points de vie par investigateur et ils perdent 3 points de vie par indice qu'on a. Donc en deux, solo, ils perdent deux, je crois. pardon, oui. Donc en solo, assez rapidement, en fait, on peut avoir la possibilité de récupérer 2 indices pour ne plus avoir besoin que d'une attaque, par Mm. exemple, en enlevant 2 points de vie pour les gérer. C'est ça. Et c'est vrai que c'est un scénario, honnêtement, dans l'ambiance, dans la mécanique, il avait tout, à mon avis, pour faire un scénario de fin de campagne. Oui, Mais c'est vrai qu'en tout à termes fait. de matière de difficulté, encore une fois, en solo, oui, non, en solo, ça, franchement, ça va. Mais comme je dis, voilà, la particularité de cette campagne en plus, c'est cet enchaînement de traîtrises qu'on peut avoir quand on est en trio ou quatuor. Et là, effectivement, ça rigole pas, par contre. Ouais, parce qu'on en a pas trop parlé, mais après ça c'est la mécanique qui est liée au scénario, mais c'est qu'on peut avoir des effets en chaîne. Donc lorsqu'on a atteint le maximum de brèches, on a une incursion. L'incursion va générer des brèches autour. Si on a de nouveau le maximum, on génère de nouveau une incursion, et donc là du coup ça peut littéralement péter dans tous les sens. Hmm. Et chose qu'en solo, c'est beaucoup plus simple à contrôler parce que sur le lieu où c'est trop coûteux de défausser les brèches, on peut se dire, bon, là, je suis prêt à avoir une incursion, au pire, mais je limite l'effet en m'occupant des brèches qu'il y a autour. Voilà. Mais c'est un scénario très sympa. C'est un scénario qui est très sympa. Ouais, ouais. À part la manipulation de cartes qui fait que moi Hmm. je passe par l'application maintenant, mais Ouais. c'est un scénario qui est très sympa. Et puis j'aime bien le fait d'avoir les deux sets de rencontres différents Hmm. aussi en fonction de l'allégeance ou de la non-allégeance, hein, parce qu'on peut aussi très bien suivre sa voie, entre Hmm. guillemets, sur cette campagne. Voilà, moi
j'aime bien. Et puis, d'une manière générale, avoir cette campagne qui se passe à Arkham ou aux alentours, euh, c'est c'est se ramener un petit peu à Providence, se ramener dans un lieu qu'on connaît bien et sans avoir les extravagances de partir dans la jungle au Mexique, de revenir, de repartir. Enfin voilà quoi. Hmm. Et ce qui nous amène du coup sur le... Ah oui, bon, la gestion des indices avec les clés, on en a parlé. Mais du coup, Ouais. voilà, tout ça nous amène sur le scénario final qui est quand même assez controversé. Et je dirais Mazette, ce scénario est vraiment, je, je pense, peut-être le pire des 8, de mon point de vue. Après, ça n'engage que moi. Mais rien ne. Enfin, il y a beaucoup trop d'aléatoires dans ce scénario-là pour que, en tant que joueur, surtout en solo, on puisse avoir un réel contrôle sur ce qu'on veut faire pendant le scénario. On va commencer, avant de parler de tous ces aspects controversés, on va quand même parler des trucs qui sont quand même bien dans ce scénario. Moi, bon, ce que j'appellerais l'ombre d'Azathoth, c'est encore une fois, c'est cette espèce d'ambiance, d'oppression qu'on a avec Azathoth qui est en jeu dès le début, et toutes les traîtrises en fait qui s'y rapportent, qui placent des fatalités sur lui ou qui font qu'il y a des effets par rapport à lui, etc. Moi, je trouve que c'est super bien trouvé. C'est quelque chose qu'on avait moins bien ressenti dans Dunwich avec Yog-Sothoth. Mhm. Euh, Ça avait été corrigé avec le renouveau, avec le nouveau lieu qui faisait qu'on était dans son lieu à lui. Mais c'est vrai que là-dessus, avec le cercle brisé, ils ont vraiment, à mon avis, réussi à donner cette sensation où tu as Azathoth qui plane au-dessus de toi et qui à tout moment vient te bouffer. Je trouve ça vraiment très très sympa dans le rendu. Et moi, ce que j'aime bien, c'est le côté cadeau empoisonné sur certaines traîtrises en disant Mm. préfère que je mette une fatalité ou qu'il t'attaque. Et j'imagine les tables en multi avec l'un qui va dire ah bah non, c'est bon, il t'attaque, et l'autre qui va dire bah non, j'ai pas envie d'attaquer, je vais mettre une fatalité. Et donc, du coup, ça peut créer la discorde aussi. Enfin, je trouve ça assez cool. Surtout que, Mm. bah, pour revenir à ce qu'on disait avant, il y a les triptyques de traîtrise voilà, qui explosent sur ce scénario. Avec le flûtiste Mm. qui peut arriver quand même assez vite, surtout encore une fois en trio ou en quatuor. Ah oui, c'est sûr. Voilà, Mm. même en solo, hein, il arrive au moins toujours une fois. Mm. Euh, les trois danseurs idiots, alors voilà, c'est trois ennemis du scénario qui honnêtement sont un sujet à part entière, quoi. Ouais. Il y en aurait que deux, je dis pas, mais il y en a trois, donc même en solo, on va forcément piocher un si ce n'est deux. Et puis, ben, le fait de ne pas les défausser une fois qu'on avance au fur et à mesure, mais que ça fait un peu un effet poursuite comme dans la descente de yacht, ils reviennent parce qu'ils sont dans les premières cartes du deck rencontre. Eux, ils mettent la pression, hein. Ils mettent vraiment Ouais. la pression. Ouais, et c'est là où je temporiserai le fait de dire qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'ennemis ou de confrontations sur la campagne. Le scénario 8, ça va taper, et notamment à cause des danseurs idiots. Et Mm. l'autre pression qu'on peut avoir aussi, hein, c'est sur les deux premières intrigues, les fatalités sur les cultistes. Mm. Et ça peut être très 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 pénible si très tôt on tire des cultistes qu'on met dans le cosmos. Alors là, Mm. Ouais, ça voilà. c'est vrai que c'est... Oui, c'est vrai que ça, cet aspect-là, je ne l'ai pas noté, mais moi je trouve que c'est aussi un point fort du scénario, parce que voilà, tout ça, ça participe, tu sens que tu es vraiment dans un des derniers scénarios, et ça c'est gérable, tout ça est gérable, Mm. si il n'y avait pas, on va dire, une RNG aussi importante en fait. Ouais, ouais. Le hasard vraiment est à titre personnel beaucoup trop important. Donc on va avoir trois lieux différents qui vont évoluer. Il va falloir dans ce plan entre guillemets trouver le bon lieu de sortie pour arriver au plan suivant. Et donc au début ça va entre guillemets, on en a que deux, puis on en a trois. Puis pour le dernier acte, il y a 4 possibilités et à chaque fois il faut traverser le cosmos, donc des lieux. On va peut-être en parler plus tard sur les cartes de l'investigateur principal. Mais utiliser des indices pour arriver pour Mm. générer des lieux qui vont remplir ces vides. Et à la fin, il y a les intrigues qui avancent, il y a Azathoth qui se charge. Et puis, si on n'a pas de chance, comme ça arrive
assez souvent malheureusement, Mm. et ben on va faire un lieu, 2 lieux, et puis le temps qu'on arrive au troisième lieu qui est peut-être le bon, bah, c'est la fin de la Ouais. campagne. C'est vrai que voilà, il y a un gros besoin d'enquête pour faire popper des lieux. Il y a un gros besoin de mobilité parce que dès lors on a exploré, ou en tout cas on a révélé l'un des lieux qu'on devait atteindre et qu'on se rend compte que c'est pas le bon, mais il faut rapidement repartir dans l'autre sens. À côté de ça, bah, tant qu'on n'a pas beaucoup de lieux Cosmos qui ont été remplis, bah, on a les danseurs idiots qui eux bougent de 2 lieux à la fois. Donc en fait, on a besoin de tout. Beaucoup d'enquêtes, pas mal de mobilité et du combat pour pouvoir gérer les danseurs idiots. Donc en fait, c'est très très dur. Et et dans cette version, hein, sans le renouveau, la seule chose qui peut nous aider, c'est, donc un nombre de traits, des traits qui sont Mm. liés aux souvenirs, qu'on a, accumulés au cours des scénarios, précédents. Et ça, c'est, je pense que c'est important à le souligner parce que ça fait partie aussi de ce dernier scénario où les intrigues ont des effets aussi en fonction des Mm. souvenirs. Donc tous ces petits souvenirs, le crucifix, la poupée de maïs, et cetera, les brumes qu'on va avoir au fur et à mesure ne nous disent rien, hein. On va les noter dans notre journal de campagne, mais finalement à la fin, bah, on va être bien content de les avoir parce que, bah, on va avoir 4 traits par exemple, bah, finalement, ça va apporter justement de la mobilité, sur les différents Mm. lieux qu'on va pouvoir rentrer dans le cosmos. C'est vrai que là-dessus, ouais, moi je fais un vrai parallèle entre ce scénario et Perdu à travers le temps et l'espace de Dunwich parce que bah, au fur et à mesure des intrigues dans le scénario de Dunwich, selon s'il y avait eu des sacrifiés, selon si on avait sauvé les étudiants ou quoi que ce soit, on avait des effets négatifs. Et moi j'ai trouvé que le coup des souvenirs qui avaient une conséquence sur le dernier scénario, ça reprenait un peu cette mécanique-là, de façon différente bien entendu, mais ça s'y rapporte un peu. Et pareil, la RNG sur Perdu dans le temps et l'espace, elle est moins importante, mais la génération de ces lieux de façon aléatoire me faisait penser aussi un peu à ce cosmos qu'on a au niveau d'Azathoth. Ouais, pour moi, c'est une V2 effectivement, Mm. je suis tout à fait d'accord avec toi, qui serait moins grave si ça impactait pas aussi fortement le deck de l'investigateur principal. Ouais. Ouais, donc parce que du coup, cette RNG, ça concerne les lieux. Voilà, il y a les lieux qu'on est censé aller révéler pour savoir si c'est le bon pour continuer à avancer. Il y a aussi la RNG au niveau des lieux qui vont être mis en place dans le cosmos à la place de la carte de l'investigateur, parce que ces lieux ont des effets. Et bon, Oui, parfois les lieux ont des effets sympathiques qui nous permettent de bien se combiner pour aller de lieu en lieu. Parfois, en fait, c'est un petit stop qui nous fait perdre du temps, et à côté de ça, on a un danseur idiot qui arrive en bougeant de 2 lieux vides pour nous attaquer. on n'avait pas besoin de ça. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a vraiment cet aspect-là. Et effectivement, je pense que c'est un peu trop lourd. Il y a les cartes de l'investigateur principal, puisque au cours des Les 3 guides, actes, il y a un certain nombre de cartes de l'investigateur principal qui sont utilisées pour représenter le cosmos avant de mettre les fameux lieux cosmos en place. Mais du coup, alors, bon, j'ai peur de dire des bêtises, mais je crois que le premier acte, c'est 6 cartes. Le deuxième, ça doit être presque c'est 7 ou 8. 8, 7 ou c'est 8. 8, ouais, Et le dernier, c'est 9. ouais, je crois 8 ou Alors, 9, ouais, ouais, ouais. d'un côté, c'est cohérent avec le fait que dès le début, on nous bassine avec notre destin, tout ça. Donc, c'est l'investigateur principal qui subit ce truc. Mais c'est vrai que, même sans parler d'un deck qui tourne autour de une combo ou une ou deux cartes spécifiques, concrètement, quand ça touche quasiment le tiers du deck d'un investigateur qui a 30 cartes dans le deck, c'est énorme, c'est Ouais. énormissime. Mais quand on a un tiers du deck qui sont des lieux potentiels, un tiers du deck qui est entre la main et posé en jeu et qu'il ne reste qu'un tiers du deck et qu'on va piocher, bah, du coup, on va avoir une cyclicité beaucoup plus importante du deck et donc du coup, bah, on va aussi accumuler des horreurs, hein, sur notre investigateur, quoi. Mm. Donc c'est Donc, vrai que ouais, bon, c'est vraiment tous ces éléments pris un à un ne rendent pas le scénario infaisable, mais c'est vrai que le besoin d'enquête, de mobilité, la pression des ennemis, notamment les danseurs idiots ou des cultistes qui, si jamais ils sortent du jeu, mettent les fatalités sur Azathoth. Donc on a besoin en fait de les gérer. Il ne faut pas les laisser accumuler des fatalités et passer les actes avec des fatalités dessus. Euh, Conjugué à ces lieux
générées aléatoirement et aux cartes de l'investigateur principal qui lui sont retirées de son deck, ouah, c'est assez terrible. Et alors, pour le coup, encore une fois, moi je dissocie vraiment l'expérience solo et multi, parce qu'en multi, bon, bah, l'investigateur principal il est un peu sacrifié, comme le gars qui se sacrifie pour gérer Bron Jenkins dans le scénario Ouais. 3, mais en solo, mais c'est une horreur. Ah bah, en solo, il y a possibilité de jamais voir certaines cartes du deck. Et ça, quand on a des cartes à combo, on a toujours des cartes qu'on a investies de l'expérience, 3, 4, voire 5 points d'expérience dessus, et qu'on ne les voit pas. Bah, voilà, ça peut foutre en l'air un scénario, hein. Honnêtement, euh, moi j'anticipe cette partie-là en jouant sur Harvey Walters par exemple, où je vais avoir l'œil de la vérité, hein, qui est une compétence 5 XP qui bloque justement les triptyques, enfin, dont l'objectif est de limiter l'impact des triptyques. Bah, je sais qu'Harvey ne sera pas investigateur principal sur ce scénario-là, quoi. Ouais, c'est clair. Et puis après, ouais, c'est sûr que là, pour le coup, sur ce scénario, ça vaut le coup. Alors, sans parler du pendentif de l'arène ou quoi que ce soit, mais avoir quelques cartes de mobilité comme un voyage astral, ça peut sauver la partie. Alors, il faut espérer l'avoir et pas que ce soit enfin, dans le cosmos, entre guillemets. Mais je crois que la dernière fois que j'avais joué le cercle, c'était avec Patrice, justement. Et c'était parce que j'avais un voyage astral qui m'avait permis de passer d'un bout à l'autre de la map. Et fort heureusement, le troisième lieu était le bon. Et ben, j'ai réussi, mais sans ce voyage astral pour gagner, je crois, 3 ou 4 mouvements, c'était infaisable, quoi. Ouais, c'est sûr. Mais enfin, c'est vraiment un scénario qui se réfléchit. Donc, sur les premiers runs, bon, on va le subir. Après, on peut essayer de le limiter, hein, comme le scénario avec les actions cercles. Mais malheureusement, il y a toujours des probabilités, même quand on le connaît, hein, moi, avec mon Caroline Fern, ça s'est joué sur la dernière action, quoi. Vraiment, hein, c'était assez critique. Hmm. Et puis, c'est vrai que, contrairement pour le coup à Perdu dans le temps et l'espace de Dunwich, le scénario de Dunwich, il y a un entre-deux. Si on arrive à un certain point du scénario, alors certes, on reste perdu dans l'espace, disparu, etc., mais on a quand même gagné la campagne parce qu'on a réussi à fermer la brèche. Là, si on n'arrive Ouais, pas au bout, eh ben on n'arrive pas au bout et c'est fini. ouais. Et puis on peut même en parler ensuite, mais on peut arriver au bout, se dire que c'est fini, et c'est pas vraiment fini. Hmm. Ouais, j'ai pas fait de slide spécifique sur l'épilogue, mais pour le coup, euh, l'épilogue de la campagne, pour moi, c'est un véritable bijou. Ouais. Jouer cette campagne ne serait-ce que pour l'épilogue, parce que c'est c'est quelque chose qu'ils ont tenté de réutiliser un peu par la suite sur les dévoreurs de rêves avec les multiples cas de figure Hmm. pour les fins de campagne. Mais celui-ci est assez simple. Il y a un côté assez touchant aussi sur les différentes conclusions. Euh, ouais, moi, la première fois, je suis resté un peu sur le cul, quoi. Hmm. Voilà, jouez-le sans trop vous en révéler, mais jouez-le et refaites la campagne derrière pour essayer d'améliorer les choses. Je sais Voilà. pas toi, qu'est-ce que Bah non, mais moi qu'est-ce je que suis, qu'est-ce que t'en as pensé, quoi, mais moi, je suis tout à fait d'accord. Et c'est vrai que bah, ça m'a fait dire que, bon, bah, concrètement, ça fait écho à ce qui s'est passé au début de la campagne, les choix qu'on a fait, accepter ou pas son destin, Hmm. etc. Et bah, à l'instar de d'autres éléments de la campagne, je me suis dit, tiens, là, c'est énorme parce qu'ils nous remettent ça sur le devant sur le tapis. On s'y attendait pas déjà. Euh, Ouais, En tout cas, moi, je ne m'y attendais pas. Et bah, ça donne une profondeur à la campagne qu'on n'atteint pas forcément sur les autres pour le coup. Je dis pas que les autres finales ou épilogues ne sont pas sympas, mais c'est vrai que on se sent d'autant plus concerné en fait. ouais, ouais. Et puis il y a vraiment cet effet de dire oh, oh non, mais pourquoi j'ai fait ça, enfin, pourquoi est-ce que j'ai pris ces décisions-là, Hmm. pourquoi et il y a le côté inéluctable qui est vraiment qui est à fond dans l'ambiance de la campagne. Et c'est, Hmm. voilà, je le redis, c'est vraiment le point fort de la campagne, c'est l'ambiance euh, du prologue jusqu'à l'épilogue. Voilà. Hmm. C'est, Voilà, bah du ça, coup, ça fera partie des plus pour moi de cette hmm, campagne. on va du coup se faire un petit bilan intermédiaire
puisque voilà, ça fait quand même un certain temps qu'on est là et on va dissocier encore une fois les parties avec les investigateurs. Mais du coup, voilà, pour revenir un peu sur tout ce qu'on a dit de la campagne, en mode point fort, point faible, alors c'est subjectif, c'est notre analyse, c'est notre expérience de jeu. On est tous les deux plus des joueurs de solo, moins de multi, même si on a tous les deux joué plusieurs fois cette campagne en multi. Donc ça vaut ce que ça vaut, évidemment. Mais bon, ça ne reprend que en fait, des faits qu'on a énumérés tout au long de cette vidéo, hein. Au niveau des points forts, bon, on l'a dit, le coup des factions et l'ambiance, c'est vraiment quelque chose qui a été très très bien réussi et qu'ils ont sublimé, en tout cas le coup des factions, ils ont réussi à le sublimer par rapport à la civilisation oubliée où là c'était un peu plus en filigrane. Ouais, vraiment, bon, on aura peut-être l'occasion d'en rediscuter, mais sur le renouveau, c'est encore accentué. Mm. Et pour moi, ça fait partie des gros points forts de la campagne et aussi de la rejouabilité de la campagne, hein. Ouais, tout à fait. Alors les scénarios signature et de façon plus globale certaines mécaniques introduites, bon voilà, il y en a certains qui sont très difficiles, mais de façon globale, ils rendent, encore une fois, l'ambiance exceptionnelle et il y a quand même des pistes qui sont génialissimes. Encore une fois, le deck rencontre spectrale ou le phénomène d'isolement des investigateurs pour nous mettre Mhm. dans l'ambiance au travers de mécaniques spécifiques, ça a été des trouvailles que moi j'ai trouvé vraiment super sympa. Ouais. Et je rajouterais l'idée des brèches à incursion qu'on Mm. peut réutiliser dans d'autres contextes, euh, que je trouve aussi une très très bonne idée avec le set de rencontres spécifiques de ce scénario-là qui va avec. Mm. Après, voilà, bon, dans les points, on va dire, faibles, bon, voilà, la lourdeur. Alors, par lourdeur, en fait, on pourrait dire lourdeur, complexité du nombre, en fait, d'éléments de jeu, notamment les Mm. traîtrises, qui se trouvent un peu partout sur le board. Parce que vous en avez en zone de menace, sur des ennemis, à côté du deck intrigue. Et c'est vrai que, Attache à des euh, lieux aussi. oui, sur les lieux aussi. Mm. Euh, et c'est vrai que là-dessus, je me rappelle à l'époque, j'en discutais avec Pilant, il me disait ça me fait énormément penser au Contrées de l'horreur où en fait, sur ton board, tu es obligé de prendre chaque élément un à un, de tous les relire pour être sûr de ne rien oublier et pas faire de misplay. Et c'est Ouais. vrai que c'est un peu ça. Et dans le salaire du péché, on peut rajouter aussi les contraintes de jeu qui sont liées Mm. à ça. Si on est dans un lieu spectral, dans un lieu non spectral, les phénomènes hantés sur les lieux à ne pas oublier, seulement pendant les phases d'investigation. Enfin, et puis bon, après, il y a des cartes inhérentes qui sont lourdes, hein, Bron Jenkins par exemple, mais il y a parfois beaucoup trop. Euh, on a peut-être voulu trop complexifier les choses, quoi. Mm. Ouais, une densité d'éléments qui est vraiment pas neutre pour le coup. Hmm. Euh, L'irrégularité, alors on l'a présenté un peu en fil rouge, puisque on le voit, en tout cas moi, c'est vraiment mon ressenti. Dans le déroulé de la campagne, vraiment le scénario 3 et 4, ils sont infects, et le scénario 8, pareil. Les autres, franchement, ça va. Cette irrégularité se voit aussi justement sur cette, cet énorme distinguo entre le solo et le multi. Alors, c'est vrai de façon globale sur toutes les campagnes, on ne joue pas au même jeu quand on joue en solo, en duo ou en trio ou en quatuor. Mais là, vraiment, quand on prend les scénarios un à un, on se dit, mais c'est pas possible. Est-ce qu'ils ont testé en solo? Est-ce qu'ils ont testé en multi? Parce que les différences de difficulté inhérentes au fait qu'on pioche plusieurs cartes rencontres ou une seule, bah, ça change tout de A à Z. Y compris sur l'isolement, hein. Hmm. On n'a pas du tout le même ressenti sur le scénario 1 ou le scénario 6, pardon, si on est en solo ou en multi. Ça, c'est Hmm. dommage. Ouais. En solo, on passe à côté de quelque chose et on accentue une difficulté des scénarios qui n'étaient pas forcément nécessaires, quoi. Enfin, Hmm. Après, voilà, il y a justement, comme tu le disais, cette mécanique d'isolement. Il y a des mécaniques inachevées. L'isolement, voilà, c'est un peu partiel. Le monde spectral aussi, on l'a dit, c'était un peu dommage que ça ait pris en compte deux scénarios vraiment de la campagne, mais pas le reste. Alors oui, il y a du hanté tout au long de la campagne, mais encore une fois, il eût été intéressant peut-être d'un point de vue tactique d'avoir plus de choix avec peut-être un scénario qui nous permettait de basculer plus ou moins à volonté
du monde spectral au monde réel. Typiquement, bah, la maison de la sorcière, ça aurait pu en fait se jouer à ça. Concrètement, avoir Nab dans le monde spectral, revenir et avoir Brown Jenkins qui veille un peu sur sa maîtresse dans le monde réel, il y aurait pu y avoir un peu ce genre de truc et qui aurait nécessité le fait de se transporter typiquement sur le vieux lieu du rituel dans le monde spectral et la maison de la sorcière ou l'arrière-cour de la maison de la sorcière dans le monde réel. Mm. Ça aurait pu être quelque chose de vraiment très sympa à mettre en place, je pense. Ouais, plutôt que de tourner autour des lieux extradimensionnels Mm. qui ressemblent quand même à d'autres mécaniques dans d'autres scénarios. C'est vrai que là, c'est pas extrêmement bien exploité. Ça aurait peut-être même pu résoudre quelques problèmes de lourdeur sur ce scénario-là. De la même manière que la mécanique de défausse de cartes du deck de rencontre qu'on a vraiment dans le scénario 1, bah, c'est quelque chose qui s'étiole en fait après au fur et à mesure. C'est dommage. Mm. Donc ouais, Vas-y, pardon. bah, je pense qu'on est d'accord sur le fait de dire que globalement, il y a tout un tas de petites mécaniques qui sont très sympas et qui malheureusement voilà, sont pas menées jusqu'au bout et en fait ne sont jusqu'à présent en tout cas pas reprises dans d'autres campagnes, quoi. Ouais, et ça laisse un goût d'inachevé, un petit peu que le renouveau sur certains points vient modifier, vient combler. Mais c'est vrai que c'est peut-être aussi la raison pour laquelle ça nous a plu dans ce cadre-là, mais que ça n'a pas été réutilisé sur d'autres campagnes. Bon, je Voilà. pense que on est pas mal. On On a a, bien fait le tour. ouais, on a quand même discuté de beaucoup de choses sur la campagne. Donc, bon, il nous reste plus, je pense, qu'à souhaiter, du coup, à nos chers visionneurs de pas hésiter à commenter, évidemment, nous partager leur opinion, en fait, de cette campagne, des particularités, des points vraiment spécifiques dont on a parlé longuement, ces fameuses mécaniques inachevées, Mm. ces scénarios, parfois presque insurmontables, le nom secret, le salaire du péché et même devant le trône noir, hein. N'hésitez pas, pareil, les tests sur les cercles, à nous donner vos avis, comment est-ce que vous les gérez, est-ce que vous buildez spécifiquement pour ça ou pas. C'est toujours très intéressant. Et puis bah, du coup, Akodo, un petit mot de la fin peut-être. Euh, J'espère qu'Azat dort toujours. Bon, ça marche. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker et partager. Et puis d'ici à la prochaine vidéo, on vous souhaite à tous de bonnes parties. Au revoir. Ciao, ciao!